J'essaie le format dont j'ai parlé sur Internet la semaine dernière, des vidéos questions-réponses. Je vais prendre le temps de m'installer un petit peu, d'expliquer comment ça va se passer, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis faire la lumière sur un paquet d'affaires. Premièrement, les vidéos régulières vont rester là. Je change pas de format de vidéo. C'est juste parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus relax, d'un petit peu plus décontracté, puis de prendre le temps de plus jaser, si on veut. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières semaines, j'avais l'habitude de prendre tout le temps une petite demi-heure à la fin de ma journée pour aller lire les commentaires, répondre aux questions. Mais depuis la dernière semaine, le nombre de personnes qui me suivent à travers les plateformes a grossi de 5 fois. Fait que ma petite demi-heure que je prenais à chaque soir, c'est devenu un petit 2 heures et demie à chaque jour. Fait que ça fait quand même beaucoup de questions, beaucoup de messages, beaucoup de commentaires que je reçois. Puis je veux vraiment prendre le temps de tout lire. Fait que tu sais, j'aurais pu juste dire, bon, ben, je vais juste continuer les vidéos, je vais arrêter de répondre, mais j'aime ça jaser, puis être un peu plus proche de vous aussi. Là. C'est un peu pour ça que je fais ça. Puis en même temps, il y a beaucoup de questions, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui me contacte. Ben j'ai souvent, ça peut arriver que je reçoive 4-5 fois la même question ou une variante de la même question. Fait que en faisant ça de cette façon-là, ben, ça va me permettre de répondre une fois à tout le monde, puis de concentrer un peu plus les réponses aux messages tout à la même place, puis en étant, c'est ça, un petit peu plus relax, un petit peu plus décontracté, là, plutôt que de faire des vidéos très sur un sujet fixe pendant une courte période de temps. Là, généralement, j'essaie de faire mes vidéos en bas de 3 minutes. Ben là, on va prendre le temps de s'asseoir puis de jaser, comme si on passait une soirée ensemble, en se prenant une petite gorgée, là, en relaxant. Fait que je me suis pris des notes pour avec les questions et tout ça. Oui, c'est ça. Fait que avant de commencer, je veux juste aussi mentionner que je suis pas un intervenant, j'ai pas de formation académique là autour de l'autisme ou de la neurodivergence. Ce que je dis, dans le fond, dans mes vidéos, ce que j'exprime, c'est toujours basé sur mon vécu, mes expériences personnelles. D'adultes autistes qui a été diagnostiqué dans la quarantaine. Fait que les réponses que je donne aux questions puis aux messages quand je communique avec les gens, ben c'est pas une réponse professionnelle ou un avis professionnel, c'est mon avis personnel en tant qu'individu. Fait que c'est pas un conseil professionnel en fait. Là, c'est mes avis à moi. Puis aussi, autre chose que je voulais nommer avant de partir, je vais pas, étant donné que souvent il y a des sujets ou des questions qui sont un petit peu sensibles, je vais pas nommer les personnes qui posent les questions par souci de confidentialité puis de respect de leur vie privée. Fait que là-dessus, ben, je suis prêt à commencer. Fait qu'on commence avec la première question. C'était j'ai un message sur la vidéo où je parlais d'interoception. Il y a quelqu'un qui me demandait, j'aimerais savoir c'est quoi le truc quand ça arrive avec les émotions. Quand ça arrive avec les émotions, on parle plus d'interoception, on va parler d'un autre terme qui s'appelle l'alexithymie. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, l'alexithymie plutôt, j'ai dit thymie, ça n'a pas rapport, c'est alexithymie. Moi, je vis ça, c'est un petit peu la même chose. L'interoception, c'est quand on a de la misère à se connecter avec ses sensations internes. L'alexithymie, c'est quand on a de la misère à se connecter avec ses émotions. Fait que mes émotions sont là. C'est juste que des fois, je les ressens pas, ils se connectent pas, j'ai de la misère à les percevoir en temps réel. Puis ça, je vais faire une vidéo là-dessus où je vais en parler vraiment plus en longueur, là, mais pour répondre à la question, parler de trucs au niveau des émotions, moi, ce que je fais depuis quelques mois puis qui m'aide beaucoup, c'est que j'essaie de prendre un moment aléatoire dans la journée. Ça peut être pendant que je suis en train de faire à manger, pendant que je suis en train de faire du ménage, peu importe, puis j'essaie de juste me demander comment je me sens dans le moment présent. Ou par rapport à mes émotions. Puis des fois, je réussis, des fois, je réussis pas, mais tu sais, comme il y a un matin, je me souviens, j'étais au travail, puis je chantais comme une espèce de... Je chantais une tension dans mon palais, je sentais qu'il se passait quelque chose ici, mais j'arrivais pas à définir quoi, fait que je savais que je ressentais quelque chose, j'ai pas été en mesure de l'identifier. Parfois, j'y vais par déduction, je me disais, j'ai vécu tel événement, donc forcément, je dois me sentir à peu près comme ça. Mais ça arrive parfois que j'arrive de mettre le doigt dessus, que je suis capable de faire comme « Ah oui, là, je pense que ce que je vis, c'est du stress par rapport à telle chose. » Puis, à force de le faire, comme je dis, ça fait quand même plusieurs mois que je fais ça, ben ça m'aide quand même au quotidien. Puis je commence des fois à faire comme... à être un petit peu plus à l'aise de nommer mes émotions puis de savoir quand ça arrive. Parce que l'enjeu avec ça, ce qui peut être problématique, c'est que
tu vis une émotion, tu t'en rends pas compte, tu traînes vraiment trop longtemps, puis là, ça explose parce que tu l'as pas géré avant. C'est ça le problème qui peut arriver avec, là, ce qui est pas souhaitable pour personne. Question suivante. Ah oui, c'est par rapport à une vidéo que j'avais fait où je parlais que je m'en allais faire un spectacle, puis je racontais un peu mon plan de match. Ma fin de semaine, ça a super bien été. Comme je disais, j'ai porté mes bouchons, mes flares Calmer. Je vais faire une vidéo à un moment donné là, sur les trucs pour la sensibilité auditive. J'ai porté ça tout le long, même pendant le spectacle, je les ai portés. Puis vraiment, tu sais, c'est un spectacle, ça fait 17 ans que je le fais, là, fait que j'étais habitué de faire ce show-là. Puis je pense que ça a été l'année où question énergie, même si ça n'a pas été facile, parce que c'est des marathons de spectacle, là, je pense que le fait de le savoir puis d'avoir pu prédire ce qui allait se passer, ça a fait vraiment une bonne différence au niveau de mon énergie. Puis j'ai pas senti à aucun moment pendant le spectacle que j'étais comme en surcharge puis que ça allait trop loin parce que j'ai réussi à me respecter puis à respecter mon énergie là-dedans. En sortant, après le dernier soir de spectacle, je suis allé chercher à manger, puis pendant que j'attendais au restaurant, là, c'est devenu, tu sais, vraiment too much. Fait que je me suis remis une autre paire de bouchons encore plus fort pour couper encore plus, parce que là, ça venait intense, mais c'était après quand même 3 jours assez intenses. Fait que je suis quand même satisfait de ce que ça a donné. Prochaine question, c'est sur la vidéo où je parlais de l'évolution du terme trouble du spectre de l'autisme, là, où je comparais le autisme, Asperger puis TED, là, tu sais, là. Quelqu'un qui me demandait si j'étais à l'aise avec le terme trouble, parce que le terme TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme. Puis trouble, en fait, c'est une question de perspective, parce que ça sous-entend un problème, une difficulté. Puis c'est un peu ça dans la réalité, tu sais, c'est parce qu'on a le nom, trouble du spectre de l'autisme, c'est parce qu'on a des difficultés justement avec, entre autres, notre façon de communiquer, de percevoir, tout ça. Personnellement, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais tu sais, je comprends que c'est le temps relatif parce que, de mon point de vue, c'est un problème, mettons, dans le monde neurotypique. J'ai pas tant les mêmes enjeux conversationnels quand je parle avec quelqu'un de typique, mettons, quelqu'un de TDAH à une autre personne autiste. Fait que, tu sais, tout le temps, puis, tu sais, je pense que l'important, c'est pas tant le mot, mais c'est qu'on soit capable de se comprendre. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un, je pense, qui mentionnait dans cette vidéo-là que, tu sais, il y a quelques années, on parlait de débilité mentale. Fait que, tu sais, si j'ai le choix entre me faire appeler débile mental ou trouble du spectre de l'autisme, je préfère trouble du spectre de l'autisme que débile mental. Mais c'est ça, le terme en tant que tel, moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Je pense juste que ça illustre. Puis je comprends, là, tu sais, que ça peut être un petit peu dur pour certaines personnes de nommer ça, là. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'affecte directement. Prochaine question. Sur la même vidéo, quelqu'un qui me demande les difficultés les plus graves que j'ai rencontrées. Pour moi, ça a toujours été, puis là, probablement qu'au moment où vous voyez cette vidéo-là, il y a déjà un de mes textes qui est publié qui s'appelle « Les univers parallèles », où je parle justement des problèmes de communication que j'ai eus, parce que souvent, j'ai l'impression je parle la même langue que tout le monde, mais pas le même langage. Tu sais, qu'au niveau de la compréhension, je vais dire des choses qui sont pas reçues avec la même intention que moi je les ai dit, puis je vais comprendre des choses que je vais pas recevoir avec la même intention que ça a été dit, parce que justement, dans le monde neurotypique, ben, les gens communiquent souvent sous un paquet de couches de filtres puis de façon d'adoucir le message, de prendre une espèce de détour pour venir au sujet principal qu'ils veulent parler. Fait que mes plus grandes difficultés dans la vie, je pense que ça a été surtout au niveau de la compréhension. Tu sais, j'ai été très longtemps, encore aujourd'hui, tu sais, je me sens toujours un peu incompris dans certaines situations, même si j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Là. J'ai d'ailleurs reçu des commentaires qui parlaient de ma capacité de communiquer puis de vulgariser. Ben ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est inné. Là, tu sais, je suis quelqu'un de très métacognitif, c'est-à-dire que je vais réfléchir à ma façon de réfléchir. Puis, tu sais, j'ai étudié, comme je disais, en arts et lettres, où j'avais, entre autres, dans ce programme-là, un cours qui s'appelait « Mécanisme de la communication », où, justement, j'ai appris comment transmettre une idée puis comment recevoir une idée. Puis j'ai pris d'autres cours aussi relatifs à la communication à l'extérieur de ça. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de la communication. Puis comme je disais dans une autre vidéo aussi, problème d'élocution, de langage égale pas l'absence de problème de communication, parce que la communication, c'est aussi comment tu perçois l'information qui rentre aussi. Je me reprends une autre petite gorgée, puis après ça, on enchaîne. Là.
avec une autre question. Ouais, prochaine question, c'est sur le vidéo, je pense que c'est le dernier que j'ai sorti, qui parlait des shutdowns, qui expliquait c'était quoi un shutdown. Quelqu'un qui me demande, est-ce que ça te donne aussi l'impression d'être à côté de ton corps, d'être moins présent dans ton corps? Absolument. Comme je disais, souvent, je vais me sentir comme paralysé, mais conscient de tout ce qui se passe. Fait que c'est comme si j'étais un peu spectateur du moment, mais sans avoir de contrôle sur ce qui peut se passer, sur ce que je suis capable de faire dans le moment présent. Il y a quelqu'un qui commentait aussi, en fait, j'ai eu plusieurs questions, là, j'ai tout rassemblé ça dans une question, mais plusieurs personnes qui disaient c'est pas une crise d'anxiété, ça, ou c'est un petit peu la même chose, mais en fait, il y a une différence entre une crise d'anxiété puis ce qu'on appelle un shutdown. Au niveau des symptômes, de la façon que ça se manifeste, ça va se ressembler beaucoup. La grosse différence, ça va être au niveau de la cause, parce que la crise d'anxiété en tant que telle, elle est causée par l'anxiété, justement, par la peur que quelque chose de mal se produise, tandis que le shutdown, lui, il est causé par la surstimulation sensorielle. C'est comme à un moment donné, tu sens qu'il se passe trop d'affaires, fait que ton cerveau, il fait comme « OK, là, je suis plus capable, j'ai besoin d'un break ». Fait que le corps arrête pour se donner le temps de récupérer. Tu sais, je donnais l'exemple dans mon vidéo de la voiture qui a besoin d'un temps pour refroidir. Ben, tu sais, t'as beau essayer de booster la batterie, de remettre de l'essence, tant que le moteur ne soit pas totalement refroidi, tu ne pourras pas démarrer la voiture. C'est un petit peu ça qui se passe. Versus la crise d'anxiété qui, elle, est causée par l'anxiété. Il y a quelqu'un aussi qui parlait, qui disait sur cette vidéo-là, il disait que le terme en anglais, c'était meltdown, mais meltdown puis shutdown, premièrement, c'est deux termes anglophones. Puis le meltdown, c'est un autre type de crise autistique qui va être plus, lui, une explosion. C'est justement que tu as trop de stimulation, fait qu'à un moment donné, ça explose, puis c'est une espèce de crise de colère, entre guillemets, là, si on veut, là. Il y a quelqu'un qui me pose justement cette question-là. Vivez-vous également des meltdowns? Car de mon côté, ça explose plus vers l'extérieur. Je n'ai jamais vécu de shutdown. Moi, c'est souvent plus des shutdowns que je vais vivre. Ce qui est quand même, j'hésite à dire fréquent, là, parce que mais c'est pas super rare nécessairement non plus que je fais des shutdowns. Meltdown, ça, c'est quand même vraiment plus rare. Ça peut m'arriver de temps en temps, puis un peu comme le shutdown, je vais avoir tendance à aller m'isoler pour aller péter ma petite coche de meltdown, puis un endroit où je me sens un petit peu plus en sécurité, mais c'est vraiment, vraiment plus rare. Moi, c'est plus souvent des shutdowns que je vais vivre. Prochaine question, c'était sur le vidéo où je parlais de diagnostic, d'aller faire un diagnostic clinique versus un autodiagnostic. La personne me demande, pour les tests, est-ce qu'il y en a qui sont mieux pour les femmes? Puis ça, j'ai pas l'habitude de faire du commentaire sur ma plateforme, mais je vais quand même le faire parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que les femmes sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sous-diagnostiquées dans l'autisme. Puis c'est pas parce qu'il y a moins de femmes autistes, c'est que... voyez-vous, moi, par exemple, j'ai été diagnostiqué dans la quarantaine. La raison pour laquelle j'ai pu fonctionner aussi longtemps puis me rendre jusqu'à ce point-là dans ma vie sans avoir de diagnostic, c'est parce que très jeune dans ma vie, j'ai été capable de m'adapter puis de compenser. J'étais conscient que je n'étais pas comme les autres, mais j'ai été capable de voir ça, de voir comment les autres agissent, puis de faire semblant, si on veut, d'être capable de m'ajuster puis de compenser, alors que chez les femmes, ben, autistes ou pas, notre société leur demande déjà de... excusez-moi, ça me touche un peu quand je dis ça. La société leur demande déjà de compenser puis de faire semblant, tu sais. Ce qui... je trouve ça épouvantable, tu sais. Fait que ce qui va faire la vraie différence chez les femmes, ben c'est pas le test parce que c'est le même questionnaire, c'est les mêmes tests, mais c'est l'interprétation de la personne qui est en face de toi qui va faire ton test, tu sais, là. C'est ces préjugés, ces attentes à elle envers les femmes dans la société, souvent qui vont faire en sorte que elle va interpréter tes réponses parce que d'une façon versus une autre. Fait que tout ça pour dire que si t'es une femme autiste ou que tu soupçonnes l'être, t'as tout
toute mon empathie, toute mon admiration. Vraiment, je suis vraiment solidaire avec vous. Bon, c'est ça. Fait que c'est... Je me prends une petite pause. Fait que c'est ça, je ferme la parenthèse, c'est de l'opinion là, que j'ai faite là. C'est pas tant comme je dis, je suis pas un professionnel là-dedans, mais c'est vraiment ça qui se passe, c'est ce qui explique pourquoi c'est aussi dur chez les femmes de se faire diagnostiquer, puis je trouve ça juste épouvantable. C'est comme ça que... C'est comme ça. Hein. Prochaine question, je me fais souvent demander aussi, est-ce que je peux t'appeler? Est-ce qu'on peut se parler au téléphone? Je peux pas faire ça parce que, comme je dis, je suis pas formé, je suis pas un intervenant, j'ai pas les compétences pour accompagner quelqu'un. Il y a des gens qui me demandent des fois, tu sais, un scénario bien précis, je vis telle affaire avec mon enfant ou avec mon conjoint, j'aimerais savoir tes conseils. Je suis pas équipé ni à l'aise pour faire ce genre d'intervention-là. Ce qui m'amène à l'autre question qui suit. Je me fais souvent demander si j'ai des ressources, des façons où je peux aligner les personnes. Puis j'ai communiqué moi-même avec la Fédération québécoise de l'autisme. Je leur ai parlé des messages que je recevais, puis tout ça, puis ils m'ont confirmé que je pouvais envoyer les gens vers eux. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à des sujets vraiment spécifiques ou vraiment une situation, quelque chose qui n'est pas juste une idée générale, là, parce que comme je dis, moi, je m'exprime toujours par rapport à mon vécu, à mes expériences personnelles. Je suis pas formé pour intervenir dans des cas particuliers. Le site de la Fédération québécoise de l'autisme, c'est autisme.qc.ca. Vous pouvez les contacter. Eux sont pleins de ressources, fait qu'ils vont être vraiment plus outillés que moi pour répondre à ce genre de questions-là. Fait que c'est un petit peu ce qui faisait le tour de notre vidéo aujourd'hui. Comme je dis, les vidéos régulières vont continuer comme d'habitude. J'essaye un nouveau format. Je suis vraiment curieux d'avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du format? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez, que vous aimeriez moins? Puis aussi, si jamais vous avez des questions pour le prochain, je sais pas à quelle fréquence ça va venir. Là, comme je dis, moi, j'essaye surtout de concentrer toutes les questions à une même place puis d'un peu sauver, de gagner du temps de fin de soirée chez nous avec ma famille. Pas d'être tout le temps en train de répondre à des commentaires. Ceci dit, comme je dis, je prends vraiment le temps de lire tout ce que je peux parce que je trouve ça vraiment important d'avoir le feedback puis d'être témoin de ce qui se passe chez vous, puis je trouve ça important qu'on ait ce lien-là ensemble. Fait que si vous avez des questions pour les prochains, n'hésitez pas à les laisser directement en dessous de cette vidéo-là. Moi, ça va faciliter ma tâche quand je vais choisir les questions pour le prochain. Fait que j'espère que vous avez aimé l'expérience. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup.